Lors de cet épisode, qui sera principalement consacré à l'agriculture urbaine, nous ferons la rencontre de divers spécialistes en la matière. De plus, nous poursuivrons l'installation de la toiture végétale qui avait été amorcée lors du premier épisode et rencontrerons un fournisseur qui nous expliquera son système de toiture végétale. Allons rejoindre Antoine sur la toiture du Gramme à Lachine, qui est en compagnie de Jonathan Théoret. Peux-tu nous expliquer c'est quoi le Gramme en commençant? Je vais préciser quelque chose parce que c'est bien important, l'histoire de partenariat dans ce projet-là. En fait, précision, c'est le toit vert du regroupement de la Chine. Ah, OK. Le Gramme est le partenaire environnemental du regroupement de la Chine. Okay. Mais vos locaux sont ici, dans Nos le locaux fond. sont là, juste en arrière ici. Puis on a 2 bureaux en haut. On a le bureau de l'écoquartier La Chine au rez-de-chaussée. Okay. Mais il y a de nombreux partenaires dans le regroupement de la Chine. Fait qu'évidemment, c'est important. L'ensemble des partenaires ont été très importants au projet. Parfait. Mais sinon, le Gramme, c'est un acronyme. Groupe de recherche appliquée en macroécologie. OK. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Bien, ça fait de la recherche, ça fait des consultations publiques. On est notamment dans différents dossiers, à la régie de l'énergie, en écofiscalité, beaucoup. Sinon, on est beaucoup action sur le terrain aussi. Sensibilisation au recyclage, compostage, récupération d'eau de pluie, agriculture urbaine, projet de plantation d'arbres, des beaux projets de plantation d'arbres en ce moment. Sinon, le projet ici, le toit vert, comment c'est né? En fait, c'était où l'intérêt du Gramme ou ton intérêt, en fait, à bâtir ce projet-là à la base? On savait qu'on s'en venait dans cet immeuble du regroupement de la Chine. Et puis, on a identifié un immeuble. On savait qu'on s'en allait dans un projet de rénovation majeur. Puis, moi, a priori, ça n'a pas de sens de bâtir ça juste selon le code du bâtiment. On est des années en arrière quand on fait ça. Donc, il faut aller avec des critères de conception et de construction qui sont plus, je veux dire, avant-gardistes. Mais en fait, c'est juste écologique, en fait. Écologique. Qu'est-ce que ça a pris pour le bâtir, en termes de compétences, en termes de temps aussi, peut-être en termes de budget? Ça a pris beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination, parce qu'au départ, il y avait des contraintes physiques à l'immeuble, des contraintes matérielles. La structure de l'immeuble, première chose, il fallait une toiture qui pouvait le supporter. Donc, on a fait un renforcement structural pour la section intensive et la section terrasse. On a décidé de ne pas aller faire un renforcement structural pour l'autre portion parce que, justement, ça coûtait cher, le renforcement structural. Donc, une structure, ça prenait des gens déterminés, puis ça prenait, oui, un peu de moyens pour la mise en place du toit vert en tant que tel, puis des moyens pour la mise en place d'un toit vert accessible. Donc, la terrasse, les garde-corps, l'escalier, c'est des éléments qui ont coûté très cher, mais qui ajoutent évidemment à l'expérience parce que si on était passé par l'espèce de petite porte là, qui est par là-bas, c'est comme ça qu'on l'a bâti. On a tout passé par la petite porte, mais ça n'aurait pas été la même convivialité. Ça a pris du temps où a émergé l'idée, 2008-2009, jusqu'à la réalisation du toit. En réalité, on est en 2012. 3-4 ans de planification, conception, aller chercher les fonds nécessaires. Ça ressemble à quoi les récoltes? Sinon, est-ce que c'est quantifiable? Est-ce que vous tenez un registre? C'est quel type de légumes que les gens aiment faire pousser sur les toits? On a des cocons, on a des plants de fraises, on a des tomates, on a de la rhubarbe, des poivrons, des fines herbes, du basilic. Et le basilic, l'année passée, ça faisait on avait un sapin de basilic. Là. Et c'est vraiment un beau mix. Puis on s'adapte aussi, on a des smart pots, des sacs d'agriculture urbaine en géotextile. Ça vient compléter notre éventail de possibilités. Là. Quelle épaisseur ça prend finalement là, pour faire pousser des légumes? C'est deux choses complètement distinctes. Oui. Donc, de ce côté-là, c'est une toiture extensive. Effectivement, on a 2,5 pouces, là, c'est 5 cm de substrat. C'est effectivement très mince. Je pense que c'est le même épaisseur là, que la Maison du développement durable, si je ne me trompe pas. Et puis, c'est des sédums, plein de plantes grasses qui l'ont eu un petit peu difficile la première année. On est en train de rattraper ça. Mais évidemment, on ne peut pas faire pousser grand-chose comme fruits et légumes de ce côté-là. Alors que du côté intensif, on a 17 cm, ça donne 17,5 pouces à peu près. Et
Là, on a vraiment plus des arbustes, on a du côté vivace, là, on a des différents graminées et tout. Puis là, on a la possibilité d'avoir de l'agriculture urbaine. C'est sûr qu'on ne mettra pas des piquets en terre très profondément, mais il faut s'adapter, mais c'est une bonne récolte productive. Puis vous mentionnez, oui, on pèse les récoltes. Oui. Et puis, c'est assez productif. Puis pour ce qui est de la fertilisation, j'imagine ça a besoin de plus de soins. On a besoin de... Comment vous procédez? Vous utilisez du compost? Est-ce que ça peut être qualifié de biologique? Comment? C'est exclusivement biologique. Une fertilisation naturelle. On laisse beaucoup les choses se composter. On a un petit composteur à côté, mais on ramène sur le toit ensuite. Il n'y a jamais eu d'additif autre que du bio qui est rentré sur le toit jusqu'à présent. Fait qu'on est bien content de ça. Est-ce que vous avez un système particulier pour être certain? Parce que si on parle qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de terre, bien, il va falloir un peu plus d'eau, j'imagine. Il faut faire attention. C'est sûr que 3 semaines sans grosse pluie, ça se calme. Donc, on a mis un système d'irrigation goutte à goutte avec une minuterie qu'on surveille assez régulièrement. Puis des fois, on vient faire un petit peu ponctuellement là, d'arrosage pour venir bonifier ou compléter. Là, parce que le système de goutte à goutte n'est pas installé partout. Et c'est quoi les conseils que tu donnerais pour quelqu'un qui veut se lancer dans un projet un peu similaire au tien? S'assurer qu'il y a beaucoup de gens qui embarquent. On ne peut pas partir là-dedans tout seul. L'importance du partenariat est primordiale. Il faut comprendre que ça a des contraintes sur les opérations. Année après année, on ne peut pas juste le laisser aller. Puis sinon, après ça, bien, s'assurer d'y aller avec des normes de sécurité, évidemment. Faire des toits verts et des jardins sur des toits qui n'ont pas de garde-corps, peut-être. Il faut être prudent. Saviez-vous que 42 % des Montréalais pratiquent l'agriculture urbaine? Pourtant, seulement 1 % se fait sur les toits. Rendons-nous maintenant sur la toiture du bureau d'architecte Rayside Labossière sur la rue Ontario. Je pense principalement que c'est Ron Rayside, le fondateur, qui avait l'idée depuis très longtemps de vouloir construire un bâtiment vert, mais avec la collaboration d'Antonin Labossière, qui n'était pas l'associé dans le temps, mais qui était étroitement lié avec Ron, donc architecte aussi. Ils ont travaillé ce projet-là ensemble, un peu main dans la main. Puis c'était de créer un lieu aussi où avec la toiture un peu sociale, c'est plus pas l'écologie, oui, l'environnement, oui, mais créer des lieux où les gens se rencontrent. Puis le toit, en tant que tel, il y a une vocation sociale, mais aussi, on le voit en regardant rapidement, on voit des légumes, on voit des fines herbes. C'est de l'agriculture urbaine, dans le fond. Pourquoi, en fait, pourquoi les légumes? Je pense que Ron Rayside voulait avoir une mixité aussi, un peu un côté chaotique sur le toit et non organisé. Donc, il voulait à la fois un potager, une terrasse, puis un jardin. Donc, un peu mélanger tout ça. Évidemment, à cause de l'épaisseur du terreau, on ne peut pas avoir des carottes ou des légumes racines, mais on peut exploiter. On a déjà essayé des mini-carottes rondes, on a eu des poivrons, on a des aubergines, donc tout ce qui sort de la terre, c'est facilement plantable et cultivable. Est-ce qu'il y a un projet où il faudrait essayer de faire la même chose ici, ou est-ce que vous aviez comme quelque chose en tête avant de... En fait, la mission de l'entreprise, c'est souvent d'aller de l'avant avec des mesures qui sont au tout début. Donc, nous, c'est de dire, bien, on l'a concrétisé, puis en fait, ça crée toute une éducation pour les citoyens, puis en fait, inciter aussi par après les entreprises et nos clients eux-mêmes de faire la même chose dans leur propre bâtiment. Un modèle, finalement. C'est ça, c'est la volonté du bureau. Puis est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a fait un peu boule de neige? Est-ce que vous avez réussi à recréer ce genre de projet-là dans d'autres contextes? Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, comme tu es au courant, on fait beaucoup de logements sociaux, communautaires et tout. Oui. Donc, c'est sûr que c'est des budgets qui sont restreints, mais on réussit toujours quand même à apporter, oui, une portion de toit vert sur, admettons, un grand bâtiment de multilogement. Tu sais, c'est pas nécessairement là, les pleines superficies, mais on intègre toujours au moins un début de, là. Tu sais, donc, ça peut être... une petite surface avec terrasse au toit, mais qui serait comme plusieurs milliers de pieds carrés. Là, donc,
c'est un premier pas toujours dans les projets qu'on essaie d'intégrer. Ouais. Est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui est plus exigeant, moins exigeant qu'une toiture standard? Combien de temps vous devez venir ici pour tout entretenir ça? Bien, on a un jardinier, en fait, c'est notre homme de ménage, qui, lui, s'occupe des jardins de toit du Reine-Élisabeth, l'hôtel. OK. Puis il travaille avec le chef cuisinier, avec des ruches aussi là-bas. OK. Donc, il a une grande expertise, puis aussi plantes médicinales, il s'y connaît bien. OK. Mais au niveau de l'entretien, c'est lui qui s'occupe de venir faire l'entretien. Donc, moi, je détermine où lui vient faire un tour, puis il dit « OK, c'est le bordel ». Ou moi, je viens voir, où il y a du monde qui vient de me dire « ce serait peut-être le fun que là, c'est automne, on enlève ce qui est plus bon, puis on dégage ce qui a besoin de respirer ». Mais on n'a pas un horaire strict, c'est pas à toutes les semaines. Les abeilles ont un horaire strict, mais le jardin en tant que tel n'en a pas. Ça, c'est un bon compagnon. La ruche, est-ce que ça a été là dès le début ou c'est devenu quelque chose de logique à la longue? C'est la première année, en fait. C'est la première année? On l'implante. Puis à date, c'est merveilleux, là. Comment... On avait peur pour la cohabitation, mais finalement, on le vit très bien, là. Puis comment ça s'est fait? J'imagine que vous avez fait affaire avec quelqu'un, avec un apiculteur urbain. Exactement, parce que souvent, on va prendre une partie de l'activité ou de l'entretien à même le bureau, mais on a quand même nos activités normales de tous les jours qui fait que pour garantir cette pérennité-là, on a besoin quand même des aides extérieures, dont le jardinier, dont l'apiculteur expert. On ne peut pas nécessairement le prendre en charge au complet. C'est peut-être pas même souhaitable parce qu'après ça, on apprend de ça, on apprend des experts, puis c'est comme ça que ça évolue, puis c'est enrichissant, en fait. Là. Ouais. Si les gens veulent se lancer dans un projet comme ça, ce serait quoi les conseils? À quoi ils doivent s'attendre, en fait? Bien, ils doivent s'attendre à des frais plus élevés. Ouais. C'est sûr, là. On a fait un calcul par rapport à ça. Oui, bien sûr que par rapport à une construction, si c'est une nouvelle construction, une rénovation, c'est deux mondes, là, c'est bien évident. Mais si c'est une nouvelle construction, c'est de considérer un budget, de doubler le budget pour le toit, si on peut dire. Mais en même temps, il faut vraiment calculer la plus-value reliée à ça. C'est un peu ça, avec vos yeux d'architecte écologiste. Ça vaut la peine, c'est sûr. Non, c'est clair. Vous devez le voir avec les clients, quel genre de valeur, parce que c'est unique. Quel genre est-ce que c'est chiffrable? Est-ce qu'un projet comme ça, ça peut... C'est des bénéfices non monnayables impressionnants. Oui, indirect. Là. Par exemple, c'est rare qu'on ait une cour en ville, une cour spacieuse. Bien, ici, on a vraiment un espace privilégié à l'extérieur. Donc, juste le contact avec la nature, c'est quelque chose qu'on se crée en même un budget. Dans le fond, c'est de dire c'est pas le même bâtiment avec le toit vert que le bâtiment si on l'avait pas fait. C'est deux mondes complètement différents. Saviez-vous que des études cliniques démontrent qu'une exposition de seulement 5 minutes à des paysages naturels a des effets majeurs sur la pression artérielle, le rythme cardiaque, la tension musculaire ainsi que l'activité cérébrale? C'est sur la toiture de la Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal que nous rencontrons Ismaël Hautecoeur. L'agriculture urbaine sur les toits, pourquoi? En fait, c'est que l'idée, c'était de récupérer les espaces disponibles, ensoleillés, qui sont nombreux à Montréal, en commençant par les terrasses inutilisées, où il y a plein d'espaces qui sont déjà construits pour être accessibles, mais qui ne sont pas vraiment utilisés par les usagers des immeubles. Donc, la première étape, c'était comme de rendre accessibles ces espaces-là en amenant du monde, en amenant des légumes, des fleurs, des fruits sur les toits pour lancer un peu le mouvement de l'agriculture urbaine sur les toits, mais aussi ailleurs, parce que les toits étant un milieu relativement hostile au point de départ par la chaleur, le vent, tout ça, on se disait, si on arrive à faire pousser quelque chose là, bien, ça peut pousser sur l'asphalte, sur le béton, sur un sol contaminé. Donc, le toit, finalement, devenait un point de départ pour explorer les petits espaces qu'on peut réquisitionner pour faire de l'agriculture urbaine, du verdissement social, etc. Qu'est-ce qui serait à privilégier comme technique pour faire pousser des légumes sur un toit? Bien, je pense que c'est en fonction de ce qu'on a comme budget, de ce qu'on a comme capacité portante. Chaque building est un peu comme au sol. C'est un site particulier qu'il faut traiter de façon particulière. Si on est sur une terrasse en bois, comme en ce moment, bien, on peut rajouter des bacs en pleine terre et les isoler même pour avoir de la vivace.
Si on est sur un toit vert, puis il y a une capacité portante un petit peu plus intéressante à certains endroits, on peut rajouter une quantité de sol pour planter en pleine terre. À part ça, il y a toutes sortes... Si on est sur une membrane, bien, il y a toutes sortes de techniques maintenant qui sont disponibles sur le marché, des bacs qui sont adaptés à la culture sur les toits. Donc, on peut utiliser ces produits-là. Il y a quand même une bonne possibilité. Là. Depuis les 10 dernières années, c'est rendu relativement facile de cultiver sur un toit par rapport à ce que c'était au début, où là, on se posait toutes sortes de questions ésotériques sur est-ce qu'on peut faire ça, cette l'allure, Okay. Là, ça a été fait, ça marche, ça pousse, ça récolte. Donc, dans le fond, c'est question d'adapter la bonne technique au budget puis au site. Sinon, à travers les projets, ce serait quoi les principaux obstacles que tu peux voir pour faire pousser des légumes sur un toit? Bien, les obstacles, c'est l'accès, évidemment. Il faut que l'accès soit facile. S'il y a à charrier beaucoup de sol et tout ça, bon, il faut quand même penser aux jardiniers, là, puis il va falloir le refaire à chaque année. Donc, il vaut mieux éviter des complications, à proscrire les échelles et ce genre de situation un peu bancale où là, ça commence à être un peu dangereux même. Donc, il faut éviter ces situations-là. Les obstacles, bien, ça peut être une situation de grand vent, par exemple. Là, c'est peut-être, à ce moment-là, bien, il va falloir vraiment réfléchir sur comment, justement, créer un abri pour le vent dans certains endroits si on veut faire la culture. Ça peut être aussi le coût, évidemment, là, qui peut être un obstacle. Ça peut revenir parce que, bon, ça demande quand même un entretien, puis ça te prend des gens aussi pour l'entretenir. Donc, s'il n'y a pas des gens motivés, si on n'est pas prêt à payer un horticulteur pour venir s'occuper ou une entreprise pour venir s'occuper du jardin, à ce moment-là, il faut que le personnel ou les usagers de l'immeuble eux-mêmes investissent du temps sur le toit. Donc, est-ce que ce bâtiment-là a ce type d'individu-là prêt à monter sur le toit et s'occuper du jardin? Oui. Donc, tout ça, c'est des petits obstacles. Puis après ça, bien, il y a les petits obstacles de l'horticulture, les maladies, les ravageurs, des choses comme ça. Là. Donc, mais ça, c'est vrai aussi au sol. Ça fait partie de la vie. Hein. Est-ce que tu penses que c'est possible éventuellement que ça devienne une activité, qu'il y ait vraiment des fermiers urbains, qu'il y ait vraiment des gens qui vivent professionnellement de l'agriculture en ville? Bien, je pense que dans un futur approché, oui. Ça se fait ailleurs. Je ne vois pas pourquoi ça se ferait pas ici au Québec. C'est sûr qu'on n'est pas dans le sud, là. Il y a des hivers rigoureux, tout ça, mais il n'y a rien qui empêche. Puis c'est déjà commencé avec les fermes loufoques. Je pense qu'ils ont un modèle avec des serres. Je pense que les serres sont intéressantes justement à ce niveau-là, par rapport à notre climat, là. Puis par rapport à récupérer la chaleur du bâtiment, tout ça. Donc, je pense que, effectivement, au niveau de la production, ça risque de se développer de plus en plus dans les prochaines années. Pour toi, tu sais, que ça fait longtemps que tu es là-dedans, est-ce que tu as un projet rêvé? Est-ce qu'il y a un projet idéal d'agriculture urbaine sur les toits que tu dirais, wow, ça, s'il y avait ça à Montréal, Bien, moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait une intervention sur le toit, à l'intérieur du bâtiment, sur les façades. Donc, vraiment, parce que souvent, les toits, on les voit pas, malheureusement. Donc, un bâtiment qui serait vraiment un bâtiment d'expérimentation qui viendrait montrer le potentiel. On a vu au Japon où les compagnies d'électronique qui se mettent à la culture de laitue. Donc, je pense que même dans des sites industriels, dans des endroits qu'on s'y attend le moins, des entreprises qui sont très, très loin de la production pourraient expérimenter des choses avec des nouvelles technologies. Saviez-vous que les toitures végétalisées agissent comme purificateurs d'air? À cette fin, elles sont capables de capter d'importantes quantités de métaux lourds. C'est dans les locaux du Centre-Paul roulant, situé sur la rue Roy, que nous rencontrons Carlo Primiani. C'est quoi le Centre-Paul roulant? En fait, c'est quoi votre cause? C'est quoi votre... Bon, en effet, le Centre-Paul roulant a commencé en 1995 comme une popote roulante intergénérationnelle. Donc, c'était des jeunes qui préparaient la bouffe puis livraient des gens qui avaient une perte d'autonomie ou de mobilité, qui étaient souvent des gens plus âgés. Et au cours des années, on est vraiment devenu
autre qu'une popote roulante. C'est toujours au cœur, au sein de notre programme, c'est la popote roulante, mais on a aussi, autour de ça, plein d'autres activités, incluant un programme d'agriculture. Donc, on a 3 sites de production. On a la ferme à Senneville, on a un jardin à McGill, et puis, comme tu viens de dire, on est en dessous du 3e site, le toit vert, dans notre bâtiment sur le plateau. Qu'est-ce que tu fais exactement? Donc, moi, ma responsabilité, c'est vraiment de s'assurer qu'on a une production. On commence en mars dans les serres, en ville, puis on plante en avril, et puis on suit toute la production pendant l'année. Il y a aussi un aspect assez important d'éducation et pour que les gens, nos bénévoles, notre communauté, puissent venir apprendre comment jardiner, apprendre à se reconnecter, en effet, à leur système alimentaire. Aussi, le roulant a différents points d'accès en termes de se reconnecter à le cycle alimentaire. Donc, on a le jardin sur le toit, on a la cuisine en bas de nous. Puis là, les gens peuvent apprendre à cuisiner. Ils font les repas pour la popote roulante avec ce qui est produit sur les 3 sites, dont incluant le toit vert. Essentiellement, ce qui pousse sur le toit, c'est utilisé en cuisine? Presque tout. Sinon, ça va être directement comme produit frais aux clients de la popote roulante. Parce que on a des clients qui sont capables de faire des petites salades ou de cuisiner un petit peu, mais ils ne peuvent pas faire chaque repas. Donc, pendant la saison, on offre des paniers bio subventionnés à notre clientèle. Le toit, en tant que tel, peux-tu nous le décrire? À quoi ça ressemble, la technique en haut? Est-ce que c'est des bacs? Est-ce que c'est... Donc, on a 2 systèmes. On a fait une terrasse juste ici, puis il y a des bacs. Donc, c'est des bacs alternatifs avec des doubles fonds. C'est la première technique qu'on a adaptée au roulant. Et puis, en 2010, on a installé le toit vert. Et puis, c'est vraiment un toit vert intensif, c'est ça? Oui, intensif, je le dis tout le temps. Avec plusieurs couches de membrane pour protéger la structure du bâtiment. Et avec, à l'époque, je crois que c'était 40 cm de terreau qu'on a mis. Donc là, avec le temps, je crois qu'on est toujours à peu près 30-35 cm de terre. Puis c'est une culture comme dans les champs, sauf qu'il y a un système d'irrigation entre les membranes et le terreau. Si on n'avait pas une irrigation, il faudrait arroser à chaque jour. Puis étant un organisme communautaire où les ressources sont limitées, ça nous permet de ne pas dépenser notre temps en termes de main-d'œuvre, tout ça, pour arroser à chaque jour. Donc ça, c'est vraiment utile. On met une minuterie, puis 2 fois par jour, 15 minutes, c'est assez... Ouais. J'imagine, étant donné que vous faites pousser des légumes, vous prenez des nutriments, comment vous entretenez ce terreau-là? Donc, ce qui est vraiment intéressant de voir à quel point, au cours des années, moi, j'étais là la première année que c'était en production, et c'était vraiment de la terre noire. C'était pas vraiment vivant, c'était pas des sols vivants. Et là, avec on met du compost à chaque année. On a fait du compost, du lombricompostage des vers de terre qu'on a dans le sous-sol. Donc ici dans le bâtiment? Ici dans le bâtiment. Donc le bâtiment, c'est vraiment un mini-cycle alimentaire, dans le sens qu'il y a la production, la transformation alimentaire et puis le compostage dans le sous-sol, puis on remonte le compost en printemps. Et on a vu que là, dans notre sol, on trouve des vers de terre, on trouve des organismes qui font un sol vivant. Donc, c'est pas seulement... C'est vraiment vivant. Là, puis on a vu ça au cours des 5 dernières saisons. Finalement, est-ce que ça a été profitable pour le Centropole d'avoir une structure comme ça? Donc, c'est dur à dire. Je sais que c'était vraiment cher de l'installer. Et en effet, comme tu dis, c'est une rénovation qui était faite. C'est un bâtiment qui date des années 50, que nous, on a acheté en 2008 ou 2009. Puis les rénovations ont été faites en 2010. Donc, on a fait une grande levée de fonds, justement, pour acheter l'édifice. Et une grande partie de ça, c'était le renforcement pour que ça puisse soutenir un toit vert. Donc, pour le roulant, c'était pas forcément rentable, mais c'était pas le but non plus. Ouais. Le but, c'était quelque chose de plus large, de vraiment, comme je disais, de vraiment démontrer c'est quoi les potentiels en ville et qu'est-ce que ça nous amène en termes de faire de l'agriculture, d'apprendre et tout ça. Donc, il y avait des buts ailleurs. Donc, c'est pas pour dire que les gens ne devraient pas le faire, mais pour dire que pour nous, on avait une autre raison que juste pour l'isolement et pour
réduire nos coûts de chauffage et tout ça. Ce qui est vraiment intéressant, ce que je trouve, c'est qu'à Toronto, ils ont la politique de tous les nouveaux bâtiments doivent être conçus pour soutenir un toit vert. C'est pas que le producteur doit l'installer, mais que dans le futur, si quelqu'un veut installer un toit vert, c'est juste le coût d'installation et pas toute l'ingénierie et tout le renforcement de la structure. Et je crois que ça, c'est vraiment intéressant comme idée. On a fait le système d'imperméabilisation qui est bitume caoutchouté appliqué à chaud. Suite à ça, on vient protéger la membrane contre la pénétration des racines avec une barrière anti-racine qui est une feuille de polythène de 10 millième d'épais qui a été testée dans des bacs là, pendant 2 ans pour voir s'il n'y avait pas de pénétration des racines. Donc, ça rencontre une norme. Suite à ça, on vient mettre l'isolant rigide. C'est un isolant type 4 à cellule fermée. C'est le seul type d'isolant qu'on peut utiliser en toiture à membrane protégée. Puis après ça, on va venir avec les autres étapes subséquentes qui vont être les panneaux gaufrés qui font la rétention d'eau, qui font le drainage, suivi d'un géotextile, du substrat de croissance et puis les sédums. Saviez-vous que les potagers sur toiture sont en mesure d'améliorer l'accessibilité à des fruits et des légumes frais en milieu urbain? Allons rejoindre Jean-Jacques Laplace de l'entreprise Zeroflor. Zeroflor, peux-tu m'expliquer c'est quoi exactement, d'où ça vient? C'est une compagnie allemande qui a commencé à faire des toits verts dans les années 70. C'est un peu l'inventeur des toits légers en utilisant des sédums. Les premiers toits verts ont été faits dans les années 70 en Allemagne. Aux États-Unis, on a commencé en 2002 avec le toit vert de Ford qui fait 454 000 pieds carrés, qui est un des plus grands toits verts. Au Canada, on a commencé en 2003 et au Québec, les premières installations ont été faites en 2006. En quoi il consiste le système? J'ai apporté un échantillon. Comme toute toiture végétale, on doit mettre une membrane anti-racine pour protéger la membrane d'étanchéité des racines qui pourraient être agressives. Okay. Un système de drainage. Dans notre cas, il est compensé par rapport au poids. Là. Il faut que l'eau puisse passer. Il ne faut pas que le drainage soit écrasé. Okay. Et des feutres de rétention d'eau d'1,5 pouce. Chacun de ces feutres-là est équivalent à la rétention d'eau de 2 pouces de terre. On installe la membrane anti-racine, la membrane de drainage, 1 ou 2 feutres de rétention d'eau dépendant de l'installation, du climat, de la rétention d'eau qu'on veut avoir. Et par-dessus, on dépose les tapis de sédum qui sont précultivés dans des champs. Pour les cultiver, on coud un feutre de rétention d'eau sur un géotextile qui est fusionné sur un enchevêtrement de nylon. Okay. On dépose ça dans le champ, on met de la terre à l'intérieur, on hydro-ensemence, après ça on le laisse pousser. Puis quand on veut l'installer, on le coupe en section. En tuiles de 2 mètres par 1 mètre, ou okay. Ça peut être plus petit, ça peut être plus grand, mais 2 mètres par 1 mètre, ça s'installe bien. Un peu comme des rouleaux de tourbe, finalement. Comme des rouleaux de tourbe, mais on peut aussi les couper en rouleaux de 30 mètres quand on veut faire une toiture, comme une maison canadienne, si on veut faire un toit en pente pour que chacune des parties tienne sur le pignon. C'est ça, ce qu'on pense. On peut faire aussi des monopentes avec des systèmes d'attache particuliers. C'est un système qui est assez polyvalent parce qu'il est flexible. Ça permet de faire
faire un champ de bosse, si on veut, ou de le découper, de mettre des plates-bandes. L'avantage de ça, c'est que sur un toit donné, si la capacité portante du toit n'est pas suffisante sur la grandeur du toit pour mettre 4 ou 6 pouces de terre pour certaines espèces, on peut par contre le mettre sur les bords ou le mettre aux endroits où il y a des colonnes. Donc, ça peut être modulé pour mettre le poids où la structure le permet. À venir lors de notre prochain épisode, le sujet très actuel des îlots de chaleur urbains.